60 minutes. Win this game for one another. Bon, ça va mieux quand même ces pronos après une petite semaine de moins. Finalement, on est un peu comme qui on pourrait être comme équipe, les Texans, tu vois, une semaine très bien, une semaine terrible, une semaine très bien, une semaine terrible, ou les Buccaneers. Enfin voilà, on peut être plein d'équipes. Ouais, plus les Texans. Ouais. Tu préfères les Texans? Si on moi était aussi. les Buccaneers, on serait à 55 points. Oui, c'est possible. Donc la semaine dernière, Alain a fait 13, il passe encore à 1 point du perfect. C'est dommage. Raphaël et moi, on a fait 12 et Greg et Camille, vous faites 11. Ce qui fait que je reprends un point sur toi, Grégory. Je sais, c'est triste. Raphaël et Alain sont à égalité à 96, Camille à 97, Greg à 102 et moi à 107. C'est beau cette nouvelle génération de podcasteurs qui remplacent les anciens podcasteurs, qui les reclassent au fond du classement. Non, je ne crois pas. Non. Bon, on parle pour Raphaël en tout cas. Ouais, moi, je l'ai toujours dit, ce qui me rassure, c'est au moins je reste éloigné un tant soit peu. Mais bon, dans l'optique des playoffs, va peut-être falloir creuser un peu l'écart quand même. Ouais, c'est mieux. Tous les pronos pour la semaine 12. Vendredi à 2h20 du matin, Texans contre Colts. Les deux équipes sont à 6 victoires, 4 défaites. On n'en a pas parlé en affiche de la semaine parce que vous écoutez peut-être ce podcast vendredi matin. Mais c'est une super affiche. Qui va remporter la couronne en AFC Sud? Est-ce que c'est là que... Alors, déjà, je pense pas que ce soit là que ça se décide. La saison est encore assez longue pour les deux, même si tu auras un avantage en tie-break. Il doit rester quelques matchs de division à droite à gauche, donc c'est pas encore trop décisif. En tout cas, c'est leur deuxième confrontation, puisque le duel qui avait eu lieu dans l'Indiana avait été remporté par les Colts à l'époque. Ouais, tout à fait. Alors, c'est difficile à analyser. On parlait des 49ers tout à l'heure qui avaient une infirmerie pleine. Manifestement, celle d'Indianapolis, elle a été assez gâtée également cette semaine. Alors, T.Y. Hilton revient normalement. Même si Marlon Mack reste sur le banc. Je pensais à Marlon Mack. Il me semble qu'il y a Justin Houston en défense qui n'est pas là non plus. Enfin, il y a quand même 2-3 clients, 2-3 joueurs relativement importants, même sur la ligne offensive, où on sait que c'est un facteur qui est assez déterminant à Indianapolis ces derniers mois, où il y a quand même des petits pépins. Donc, très clairement, sur ce match-là, malgré le retour de Jacoby Brissett, ce qui a fait du bien contre Jacksonville, clairement, ça me paraît quand même un poil rédhibitoire au moment d'aller affronter une équipe de Houston qui vient de prendre très cher à Baltimore, qui va peut-être vouloir à l'ego se remettre dans le bon sens en ayant vu Indianapolis revenir à hauteur. J'aurais tendance à y aller vers la Texans sur ce match-là. Ah, bah tu vois, moi je prends plutôt les Colts. On disait mardi que c'était peut-être l'équipe la plus complète de la NFL, un peu sur tous les postes, quand tout le monde est là, c'est sûr. Mais bon, T.Y. Hilton, je trouve ça déjà un bon retour. Et puis, on a vu que les Texans pouvaient être limités. Après, voilà, c'est ce qu'on dit, les Texans, c'est toujours soit tu exploses, soit tu te fais exploser. Ah oui, mais les Colts, encore une fois, c'est conditionné aux blessures, mais on rappelle qu'Indianapolis, ils sont capables de gagner à Kansas City comme de perdre contre les Dolphins un mois et demi plus tard. Mais... Aussi, en tout cas, super affiche. Si vous ne faites rien demain matin ou si vous voulez regarder en différé, on vous le conseille. Ça peut être un match très sympa, surtout entre deux équipes qui se connaissent. Dimanche à 19h, Falcons 3 victoires, 7 défaites. Buccaneers 3 victoires, 7 défaites. Tiens, ils ont la même fiche, j'avais même pas remarqué. Promis, je n'ai pas fait exprès. Des Falcons new look, une défense retrouvée depuis 2 semaines. Est-ce que tu es rassuré, Greg ? Oui, je suis rassuré de savoir qu'on va rater les playoffs de peu parce qu'il y a des ajustements qui ont été faits au dernier moment. C'est dommage, ça. Je suis extrêmement rassuré. Bon, les Falcons sont quand même plus perdus face à Tampa Bay depuis 5 matchs. Winston a lancé autant d'interceptions que Ryan a lancé de touchdowns cette saison, 18. C'est une belle stat. C'est la stat qui fait mal. ouais, un peu, je suis désolé. Mais tu vois, après on parlait des Bucks tout à l'heure. Franchement, c'est vraiment pas pour m'acharner, malheureusement, et ça c'est un fait, j'en suis le premier désolé pour les fans des Bucks, c'est que malheureusement, tant qu'on n'a pas vu jouer Jameis Winston, on ne sait pas quel visage va avoir Tampa Bay. Donc à la seconde où je l'ai vu jouer contre les Saints le week-end dernier, je savais qu'ils allaient perdre contre New Orleans. Faudrait pouvoir pronostiquer genre 5 secondes après le début du premier drive. S'il y a Jameis Winston qui est dedans, ils ont une chance, encore une fois, sur un match de division où, encore une fois, l'écart n'est pas monstrueux entre les deux équipes, même si en effet, sur ces 2 dernières semaines, Atlanta paraît quand même largement au-dessus. Atlanta a l'air plus fort quand même. Mais on n'est pas à l'abri d'une rechute, d'un excès de facilité, justement, au moment où on se dit on a tapé 2 équipes avec un bilan positif. Tampa peut freiner le jeu au sol des Bucks, mais des Falcons, mettre un peu de pression sur Ryan, mais je jouerai Tampa Bay parce que je ne joue jamais à Atlanta. Évidemment. Mais bon, Atlanta est favori, bien entendu. Bien sûr, je vais prendre Atlanta dans cette idée. Bills 7 victoires, 3 défaites. Broncos 3 victoires, 7 défaites. Les Bills assurent face aux équipes censées être plus faibles. Alors attention parce que les Broncos ont cassé les pieds aux Vikings la semaine dernière, surtout en défense. On l'a vu, ils ont encaissé 0 points en première mi-temps côté Broncos. Maintenant, si tu regardes les moyennes de points, Denver met en moyenne 17 points et les Bills en mettent en moyenne 17. On encaisse en moyenne 17. Du coup, est-ce que si les Bills mettent plus de 17 points, ils sont sûrs de gagner ?
Je sais pas, en tout cas, la tâche va pas être simple parce qu'il me semble que John Brown, leur receveur numéro 1, est très incertain. D'ailleurs, ça m'étonne que tu aies fait ton lancement comme ça. Tu aurais pu demander qui va avoir la clé offensivement, sachant que c'est Allen contre Allen. C'est vrai. Je suis un peu déçu, Raoul, mais Je suis désolé, non. ça m'est pas venu. Mais oui, du côté de Buffalo, très franchement, je pense pas que ça va être un super match offensivement. C'est un peu ton propos avec le faible nombre de points. C'est ça. 17, c'est quand même pas beaucoup en NFL. Oui, on est d'accord. Maintenant, même Denver, il me semble qu'ils sont restés. Je sais pas s'ils ont marqué des points en deuxième mi-temps contre Minnesota, j'ai des doutes. Si, puisqu'ils finissent à 23-26. Et du coup, ils ont mis 3. D'accord. Mais honnêtement, Brandon Allen, il y a une défaite de peu à Minnesota, il y a une victoire contre Cleveland. En effet, ça peut être poil à gratter. Après, on voit que Buffalo, les matchs qu'il faut gagner, il les gagne. Donc, c'est pas un raisonnement très poussé, mais ça m'amène à miser sur les Bills, mais sans grande conviction non plus. Sean McDermott a gagné son seul match joué en tant que head coach contre les Broncos. Donc, bon. Ah ouais. Ça, c'est de la stat. Grosse stat, t'inquiète. D'ailleurs, tu nous as pas donné la stat des sacs des Falcons tout à l'heure. Je suis un peu déçu, mais bon. Moi, je prends les Bills aussi, qui normalement assurent face à ces équipes un peu plus faibles. Moi, je précise, parce que du coup, pour pas laisser les auditeurs dans le. Voilà. Donc, Atlanta, mais ça, je crois qu'on l'avait dit, ils ont fait 13 sacs et ils sont quand même 30e au classement de la ligue. 13 sacs en 2 semaines. 13 sacs en 2 semaines. Ça en dit long quand même sur la pénurie défensive à ce niveau-là. Bears, 4 victoires, 6 défaites. Giants, 2 victoires, 8 défaites. Sterling Shepard s'est entraîné côté Giants. L'an dernier, ça avait donné un match sympa, 30-27 en prolongation pour les Giants. Alors des équipes qui ont un peu changé, surtout côté Giants. C'est plus offensif du côté de New York, mais il y a 24 pertes de balles. C'est peut-être ça qui peut les flinguer dans ce match. Par contre, on parlait d'un match où il n'y a pas beaucoup de points. Je ne sais pas si Trubisky a été confirmé officiellement comme titulaire. Est-ce que c'est une énorme différence si c'est Chase Daniels? Écoute, je sais pas. En tout cas, quand les Giants avaient battu Chicago l'année dernière, c'était avec Chase Daniel en quarterback des Bears. Ouais, mais c'était encore Eli Manning, un quarterback C'était encore Eli Manning. Donc c'est vrai que là, après, c'est toujours la même chose. Daniel Jones ne démérite pas spécialement depuis qu'on lui a filé les rênes de l'attaque des Giants. Après, il y a encore et toujours ces fameuses pertes de balles. Quand tu te retrouves contre une défense comme les Bears, même si c'est peut-être un peu moins fringant que ce qu'on a pu voir l'année dernière avec Vic Fangio, même s'il y a quelques blessés type Danny Treviatan, il y a quand même une ossature qui est là et qui est capable, je pense, de faire déjouer et la ligne offensive des Giants et son quarterback. Donc, je dirais quand même Chicago. On a vu que quand il fallait battre Détroit, même par la peau des fesses, ils étaient capables de le faire. Je les vois quand même battre les Giants, qui ne sont pas des foudres de guerre depuis le début de la saison. C'est vrai, mais pour une raison que j'ignore, j'ai pris les Giants. Parce que, non, mais ils sont quand même un peu meilleurs en attaque, il y a peut-être un peu plus d'éléments. Ça me rassure un peu de ce côté-là. En fait, je me dis, s'ils arrivent à contenir un tant soit peu Mac et la défense, ils peuvent s'en sortir. Ça va passer par là. De toute façon, il va falloir tenir Khalil Mack, ça c'est sûr. Après, il faut maîtriser ses coins de Barclay de l'autre côté, c'est pareil. Oui, quand il y a des arguments de part et d'autre de ce match-là. La densité de travail de l'intéressé. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Bengals, 0 victoire, 10 défaites. Steelers, 5 victoires, 5 défaites. Ça peut paraître un peu sadique, mais je veux que les Bengals finissent en 0 victoire. Pourquoi ? Oui, c'est sadique. Ça leur ferait probablement beaucoup de bien pour l'avenir, de remettre un peu tout en question. Cette franchise, j'ai l'impression qu'elle décolle plus depuis des années. Et là, un vrai coup d'arrêt, ça ne pourra pas leur faire de mal. Ils ont changé de head coach. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour redémarrer ? Tu veux déjà qu'il soit viré, en fait ? Il faut tout changer. Ça avait fait 27-3 en début de saison pour les Steelers. Qu'est-ce qui fait que ce match sera différent ? C'était déjà Mason Rudolph. Il avait fait 2 touchdowns, 0 interception et 124 dévals. Forcément, ce qui conditionne un peu, c'est que, alors déjà, au moins Pittsburgh, a priori, n'a pas changé d'endroit depuis une semaine, parce qu'ils étaient dans l'Ohio la semaine dernière, ils y restent cette semaine. En plus, ils ont quelques jours de plus. Ils ont joué jeudi soir. Oui, les Bengals ont joué à jeudi Oakland. Soir, ouais. Donc ils ont quelques jours de plus de récupération. Forcément, c'est difficile d'occulter les conséquences du match contre Cleveland, parce qu'il va y avoir la suspension de Marquise Pouncey sur la ligne offensive, parce qu'il y a les blessures notamment de Juju Smith-Schuster, James Conner, sauf erreur de ma part, est toujours blessé également. Offensivement, il y a quand même une petite pénurie. Et alors, oui, Mason Rudolph fait globalement le boulot, on dirait, en l'absence de Big Ben. Maintenant, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Si le casting autour laisse un peu à désirer, alors attention, en face, c'est le néant. Voilà, c'est ça. Non, mais disons-le. Il n'y a pas grand-chose à Pittsburgh, mais il n'y a rien à Cincinnati. Bah non. Et on sait que, ces dernières années,
Les Steelers, même quelle que soit la situation, ils aiment pas trop perdre contre les Bengals. Il y a un petit précédent. Ouais, il y a un petit enjeu. Mais je pense très clairement. Alors les Bengals, ils ont encore les Jets et Miami d'ici la fin de la saison. C'est pas foutu. Mais je pense que s'il y a un match où sur un malentendu ils peuvent gagner, c'est peut-être celui-là avec une équipe de Pittsburgh qui va avoir peut-être un petit peu la gueule de bois au lendemain du match des Browns. Du coup, tu joues les Bengals? Bah, je vois que t'as mis les Bengals. Non, en fait, je me suis complètement gouré. Moi, je prends les Steelers. C'est une faute. Ah, bah, je joue les J'espère que c'est Steelers, marqué Steelers là-bas. Merci. Alors, Camille. je le dis très franchement, j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, je copie honteusement sur Raoul. Je dirais les Steelers. Je m'en mordrai les doigts sûrement lundi. Peut-être. Browns 4 victoires, 6 défaites. Tiens, on en parlait. Dolphins 2 victoires, 8 défaites. Qu'est-ce que ça va donner en défense sans Myles Garrett? Bah, un pass rush un peu moins incertain. Ogunjobi joue? J'ai un doute là-dessus. Parce que lui aussi, il était impliqué dans. Il n'a pas été suspendu, a priori. De souvenir, il y en a 2 suspendus côté Steelers et 1 côté Browns, non? Ah ouais, il me semblait que c'était l'inverse. Mais Ah bah, tu vois. Bon, écoute, en tout cas, j'ai vu passer l'info en plus, mais je ne sais plus du tout si Ogunjobi sera là ou pas. Bon. Si les deux sont absents, niveau pression, même si la O-line de Miami, c'est pas la folie furieuse. Il y a quand même, en attaque, en tout cas, beaucoup plus d'arguments côté Cleveland. Ouais, mais on voit que c'est une équipe qui est capable de se tirer une balle dans le pied tout seul. Ah, encore une fois, ils restent sur 2 victoires contre Buffalo et Pittsburgh, mais est-ce que ça a vraiment été une orgie offensive de la part des Browns? Est-ce qu'il y a vraiment eu le réveil qu'on attend de la part de Freddie Kitchens au niveau des appels de jeu? J'en suis pas persuadé non plus. Donc, encore une fois, ils jouent Miami à 2-8, donc j'irais plus vers Cleveland, mais c'est 2 équipes qui vont quand même un peu mieux ces dernières semaines. Donc attention, on n'est pas à l'abri d'un malentendu du côté des Browns. On n'est pas à l'abri, mais on va prendre les Browns quand même. Saints à 8 victoires, 2 défaites. Panthers 5 victoires, 5 défaites. On a vu les limites de Kyle Allen la semaine dernière quand McCaffrey, alors j'ai dit muselé mardi, oui, il fait 191 yards de scrimmage, mais il met pas de touchdown. En face, il y a un énorme armada offensif des Saints. C'est 2 équipes qui se connaissent bien, donc tu sais jamais trop comment le match peut tourner. Maintenant, sur le papier, il y a quand même un gros avantage en faveur de New Orleans. Je me demande à quand remonte la dernière victoire de Carolina contre New Orleans. J'ai oublié de regarder, c'est vrai que je regarde. Qu'ils les avaient battus l'année dernière. Je regarde souvent ce genre de stats, là, j'ai pas pensé à vérifier. Ouais, moi aussi j'aurais dû checker ça, mais ces dernières années, oui, ça leur réussit pas trop. Et là, en effet, on voit que Kyle Allen, il est quand même un petit peu dans le creux de la vague. Les Saints en plus ça tombe bien parce qu'ils n'ont pas du tout un run-stop efficace capable de freiner McCaffrey, ils n'ont pas du tout un backfield renforcé capable de surveiller justement ces possibles sorties de backfield. Tu es ironique bien sûr, précisément. Tout à fait. Non, on ne sait jamais. Donc très franchement sur ce match-là j'aurais du mal à dire Panthers, mais bon, je vais sortir l'éternel et fumeux, c'est un match de division, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais les Panthers sont clairement pas sur une bonne dynamique et je trouve que notre ami Ron Rivera il commence à être un petit peu sur la sellette. Peut-être un peu, ouais. Même sans Cam Newton, ça ferait 2 saisons avec des dynamiques très négatives pour finir la saison régulière, ça ferait un peu beaucoup. Il a eu des belles saisons quand même du côté de Carolina. On ne pourra pas lui ôter ça. Les Saints donc. Les Saints pour moi aussi. Jets, 3 victoires, 7 défaites. Raiders, 6 victoires, 4 défaites. Souviens-toi, en 1968, tu étais jeune. Le Heidi Bowl. Même pas conçu. Puisque pendant que John Amat essayait de contenir le retour des Raiders dans le 4e quart-temps de match entre les Jets et les Raiders, la côte Est a vu le match s'interrompre pour lancer le début du film de Heidi. Parce qu'en fait, il n'y avait pas pris en compte que le match pouvait durer un peu plus longtemps. Et donc, ils ont raté la victoire des Raiders et le retour de Daryl Lamonica. Je ne connaissais pas ce joueur. Voilà, vous saurez qu'il y a un petit passif. Bon, c'est 2 anciennes. C'est 68, c'est l'époque John Amat chez les Jets en plus, il me semble. Oui, tout à fait. Là, John Amat jouait ce match-là. Ah pardon, tu l'avais cité. Oui, c'est moi qui n'ai pas fait attention. T'étais dans les Alpes. J'essayais de replonger, savoir où j'étais en 68. Ouais, bien sûr. Mais en train de manifester devant Nanterre, pour moi. sans doute. Mais donc oui, en effet, c'était un match qui était quand même très très attendu. Oui, et puis voilà, c'est 2 équipes historiques de la NFL. Donc toujours sympa pour le côté NFL 100 en plus, la 100e de la NFL, c'est beau. Attention, il y a une meilleure défense au sol côté New York quand même. Derek Carr va devoir un peu assurer dans les airs et pas trop se reposer sur Josh Jacobs. C'est un peu ça. Moi, c'est vrai que j'avais identifié ce match depuis quelques temps comme une possible surprise. Surtout que ça va mieux chez les Jets ces dernières semaines, notamment offensivement. Alors, on me dira, ils ont joué les Giants et les Redskins. Là, c'est un poil plus musclé, sauf que les Raiders, ils restent quand même sur une victoire un peu moche contre Cincinnati à la maison.
Donc comme on sait que les Jets, dans des saisons qui laissent un peu filer en fin de saison régulière, ils aiment bien se dire allez, on va remporter 2-3 pour se remettre un peu d'aplomb pour la saison d'après. C'est ça. Ce serait pas impossible qu'ils épinglent les Raiders à domicile, mais j'irais quand même avec Oakland Moi aussi. pour jouer la sécurité, oui. mais là encore, je serais clairement pas étonné que les Jets s'imposent. Max Crosby aussi peut faire un peu mal à Sam Darnold sur ce match. Ah bah. On le voit qu'il est en grande forme. J'ai dit très bonne défense au sol de New York. C'est la meilleure défense au sol. Oui, contre tout à la fait. course. Ah non, mais de toute façon, le run-stop des Jets, il est ce qu'il est. Hein. Il est performant depuis le début de la saison. Après, la O-line, on sait très bien que ça va être une plaie jusqu'à la fin de la saison. Plus compliqué. Redskins, une victoire, 9 défaites. Lions, 3 victoires, 6 défaites, un nul. Alors, heureusement pour Dwayne Haskins, les Lions ne sont pas les rois du sac cette année. Ils sont 28e dans la ligue. Est-ce que c'est pas le match où Darius Guice peut enfin briller ? Je sais pas, mais ça va être un match moche. Merci d'avoir résumé On en a aussi 2-3 bien. là. Cette semaine, On a c'est Buffalo, des trucs Denver. compliqués. Là, celui-là, il peut être, encore une fois, il peut être assez vilain. Tu penses pas à Bears Giants tout de suite ? Oui, Bart Giants aussi. Big C'est vrai Steelers. qu'on- Bon, bref, on allez. l'a cité tout à l'heure. Oui. Regardez pas cette semaine en fait. C'est la semaine prochaine. Non, plus sérieusement, du coup, il y aura encore Jeff Driscoll puisque Matthew Stafford, le meilleur quarterback de moins de 33 ans, est encore absent pendant un bon mois. Non, j'y vais avec Détroit, mais C'est à Washington, sur ce terrain horrible. ouais, c'est à et Washington, mais bon, Fossoyeur. comme je l'ai dit la semaine dernière, de toute façon, on voit clairement pas de direction offensive du côté de cette équipe des Redskins. Alors oui, le retour de Darius Guice peut permettre de mettre moins de pression sur Dwayne Haskins. Maintenant, tant que le quarterback ne sera pas décemment entouré, je parle surtout d'un point de vue coaching staff, je pense qu'il ne faudra pas en attendre monts et merveilles. Et voilà, il n'y a que des rookies ou des joueurs de deuxième, troisième année dans cette offense. Très franchement, ça devrait suffire pour Détroit pour s'imposer, même si eux, pareil, très clairement, ils ne sont pas dans une super dynamique. Non. Et voilà, Matt Patricia va peut-être falloir se poser quelques questions aussi à un moment donné, même si j'oublie pas qu'il y a un quarterback titulaire qui n'est pas là. C'est sûr. Et vu les investissements de l'intersaison, le déficit en termes de sacs, ça pose question. On est d'accord. Moi, je vais prendre les Redskins parce que pourquoi pas. Eagles, 5 victoires, 5 défaites. Seahawks, 8 victoires, 2 défaites. Wilson, le magicien, est de retour après une petite semaine de repos. Sache que Doug Peterson n'a jamais battu les Seahawks en 2 fois. C'est les seules notes que j'ai prises. Parce Jamais que, 203 du coup. Oui, en fait, ce match m'a l'air très incertain sur le papier parce que tout est possible dans ces équipes-là, en bien comme en mal. Donc, c'est assez difficile à pronostiquer. Ah, moi je sais pas, j'ai parié les Eagles contre New England pour la question de l'ego. Visiblement, de l'ego, ils en ont même plus. Donc comme ça, à mon avis, ça va être une dure fin de saison. Paradoxalement, je continue de penser qu'ils sont toujours dans le coup parce qu'ils sont à une victoire des Cowboys et le calendrier Et les Cowboys de jouent les Dallas. Patriots. C'est pas, voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais le reste de la saison régulière des Cowboys, c'est pas forcément ce qui est le plus envieux. Il y a un Philadelphie-Dallas en avant-dernière semaine de saison régulière, petit teasing au passage. Je dirais quand même Seattle, les dynamiques sont clairement pas les mêmes et mine de Semaine rien, de repos, ça joue. en plus. Et moi, je suis très impressionné de ce que fait Jadeveon Clowney. Je suis content de voir qu'il performe enfin à un niveau où on l'attendait du côté de Seattle, alors que chez les Texans, c'était moins. Je vais pas faire le pisse froid. Je pense qu'il peut faire encore plus que ça. Mais bon. Non, ça, je dis pas, hein, mais bon. moi déjà, je vois une progression par rapport à chez les Texans. Moi, c'est ce que j'attendais de voir. On le sent déjà un peu plus percutant, on dira, d'un point de vue pression par rapport à ce qu'on pouvait avoir à Houston, où on lui demandait de faire beaucoup de choses en même temps. Là, face aux Seahawks, Là, déjà- pas face aux Seahawks, excuse-moi, face aux Eagles, Ah bah surtout si Lane Johnson est absent, ce qui devrait être le cas, oui, en effet, ça il peut se montrer. peut poser quelques petits problèmes à Carson Wentz, en effet. Il peut se montrer. Seahawks pour nous deux, donc. Seahawks pour Seahawks nous pour nous deux. Dimanche à 22h05, Titans 5 victoires, 5 défaites, Jaguars 4 victoires, 6 défaites. Ça, c'est l'autre match de la FC Sud. T'as la belle affiche. Et là, il n'y a pas de Entre couronne, les avec il y a un Texans bon et les Colts. édan. Pourtant, les Titans sont pas loin. Hein. Ben non, Ils sont à un match. les Jaguars sont. Ouais, techniquement, les Jaguars sont à 2 matchs. Hein, c'est encore jouable aussi, mais bon. Jacksonville a quand même beaucoup de mal face à la course. Ils sont 29e de la ligue. T'as Derrick Henry en face. On se rappelle de la dernière confrontation à Nashville entre les deux équipes. Non, Avec cette rappelle-moi. course de Derrick Henry qui avait marché sur à peu près tous les défenseurs de Ah oui, Jacksonville. littéralement marché en plus. Mhm. Dessus, sur eux, comme ça. Ouais. Donc oui, non. Écoute, Tennessee, ça va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Ryan Tannehill apporte beaucoup plus de garanties. J'ai du mal à le dire. Il apporte beaucoup plus de garanties que Marcus Mariota, mais non, très clairement, c'est la vérité. Au moins, ça apporte une homogénéité dans cette attaque. Et bon,
Tant qu'on parle des coachs sur la sellette, de toute façon, voilà, Doug Marrone, je pense que là, il vit ses dernières semaines du côté de Jacksonville parce que très clairement, il n'y a pas de vie. Malgré le retour de Nick Foles, ils n'ont pas vraiment existé, je trouve, du côté d'Indianapolis. Et là, bon, à Tennessee, je pense qu'ils vont s'accrocher un peu plus, mais je vois quand même Tennessee s'imposer sur ce match-là. Et ben moi, j'ai mis les Jaguars. J'ai vérifié sur la fiche là-bas. J'ai mis les Jaguars aussi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais m'y tenir. De toute façon, encore une fois, tout est possible. Dimanche à 22h25, Patriots 9 victoires, 1 défaite. Cowboys 6 victoires, 4 défaites. Il est joli celui-là. Au départ, j'ai voulu mettre les Cowboys. Et en fait, je me suis souvenu que la défense de New England était quand même super forte. Même face à Dak Prescott en très grande forme sur les derniers matchs. En plus, c'est à New England, dans le froid. Bon, je crois que les Patriots sont favoris. Maintenant, attention, faudrait pas laisser trop le ballon aux Cowboys parce qu'ils sont capables d'en faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est le retour de Michael Bennett à New England. Oh oui, c'est vrai ça. Se faire de ma part. Contre une ligne offensive qui n'est pas fabuleuse des Pats cette saison. Non. Un Robert Quinn qui tourne pas mal pour Dallas cette année. Il y a moyen peut-être d'aller chatouiller un peu Brady et de contenir un petit peu ce jeu au sol qui est quand même pas mal en difficulté cette saison à Foxborough. Complètement. C'est plus serré que l'affiche n'aurait pu l'être les 2 dernières ou 3 dernières années, par exemple. Ouais, non, c'est ça. Après, est-ce qu'offensivement, les stats sont un peu trompeuses du côté de Dallas parce que d'un match à l'autre, il y a des matchs en gros où offensivement ça va être champagne à l'image de la semaine dernière à Détroit. Même la semaine d'avant. Et des matchs où ça va être beaucoup plus cadenassé. Je pense au match chez les Saints ou à d'autres confrontations de ce New genre-là. York, contre les Jets aussi, ils ont un peu galéré. Oui, contre les Jets, ils avaient un petit peu galéré aussi. Donc, je pense que pareil, les Pats, de toute façon, depuis le début de la saison, c'est surtout défensivement qu'ils font le boulot. Je ne serais pas spécialement étonné qu'ils arrivent à museler correctement Dak Prescott, à gagner ce match sans gagner de 30 points non plus. Quoi. Après, il faut tenir Ezekiel Elliott aussi, parce que là, on le voit plus trop ces dernières semaines, mais il est encore là. Donc, techniquement, si tu lui laisses de la place, bon. J'y vais aussi sur les Patriots, mais attention à ne pas se laisser trop aller. Lundi à 2h20 du matin, 49ers, 9 victoires, 1 défaite, Packers 8 victoires, 2 défaites. On l'a dit dans la preview. Tu prends les Niners. Non, on prend Packers. Ah oui, je prends les Packers, c'est vrai, t'as changé. Et mardi à 2h, c'est pas 2h40, c'est 2h15 du matin, Rams 6 victoires, 4 défaites, Ravens 8 victoires, 2 défaites. Alors tu vois, quand j'ai fait le truc, je me suis dit, les Rams ont 6 victoires? Ah bon? J'aurais pas dit autant. Bon, face à ces Ravens-là, ça m'a l'air difficile. Quels peuvent être les motifs d'espoir pour les Rams? D'autant qu'il manque quand même beaucoup de monde aussi en attaque côté Los Angeles. Le motif d'espoir, que l'attaque soit beaucoup plus performante quand même, parce que la défense... Il y a Todd Gurley. Oui, c'est ça. Alors, on a vu que Todd Gurley avait été beaucoup plus utilisé contre Chicago. Et je trouve que la défense démérite pas ces dernières semaines. Après, offensivement, on n'est clairement pas dans les standards de Sean McVay depuis son arrivée. Donc là, très clairement, il va falloir... On sait que c'est pas mal tributaire des soucis de ligne offensive. Les Ravens mettent un peu moins de pression, même si en l'occurrence contre Houston, on a vu qu'ils se sont fait pas mal plaisir à ce niveau-là. Ouais. Mais 6 sacs, non ? Je crois. Je crois que je prends 6 sacs. J'ai pas tenu le compte à vrai dire, mais j'y vais avec Baltimore parce que clairement, d'un point de vue dynamique, quand on a du mal à taper Chicago à domicile, je les vois pas battre Baltimore qui a clairement le vent en poupe ces dernières semaines. Largement. Donc ouais, Baltimore à l'extérieur pour continuer sur sa bonne série. J'ai remarqué que j'en ai pris pas mal à l'extérieur, donc peut-être un petit risque. C'est quand même le numéro 1 de notre Power Ranking. Quand même. C'est vrai, gros dédicace à la team Power Ranking, je sais plus qui le fait cette année. Jonathan, non? Si, peut-être. On l'embrasse. Voilà pour les pronos. On l'embrasse. Voilà pour les pronos de cette semaine 12 et on passe aux meilleures cotes.